D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Sana El Kamouni est de Tanger, ville qui demeure sa résidence principale, malgré ses longs voyages à travers le monde. Car Sana El Kamouni accompagne partout la troupe de spectacles circassiens modernes, le groupe acrobatique de Tanger, qu'elle a créé en 2003 et dont elle assure la direction artistique depuis ce temps. Ce miracle s'est produit avec le soutien du metteur en scène Aurélien Bory, qui a lui-même créé deux spectacles, Taoub en 2003 et Azimut en 2013. Choufou Chouf fut réalisé en 2009 par les Suisses Zimmermann et De Perrault. Halka fut une création de la troupe elle-même en 2016 avec le regard extérieur de Abdelaziz Senadji. Et Fik fut une mise en scène de Marussia Diaz-Verbeek en 2019. Le groupe acrobatique de Tanger prépare aujourd'hui un nouveau spectacle, Caïn, réalisé par Raphaël Boitel et dont la sortie est prévue en mars 2025. Ce groupe se résume donc aujourd'hui par 5 spectacles, 1500 représentations en 21 ans, une soixantaine d'artistes, de techniciens et d'administrateurs, de nombreux prix à l'international et un succès autant auprès du public que de la critique dans le monde entier. Mais Sana El Kamouni fait montre aussi d'un engagement et d'un militantisme pour l'amélioration du statut et des conditions des artistes de cirque au Maroc, comme pour la création d'une maison des acrobates marocains à Tanger. Alors nous voici à Las Chicas avec Sana El Kamouni qui est en pleine préparation d'un nouveau spectacle. Comment Sana, le groupe Les Acrobates de Tanger, peut-il né ? Alors l'histoire, elle remonte quand même à 2001. J'étais en fin d'études en France où j'avais effectivement effectué un DSS d'action artistique et politique culturelle. Et à l'issue de ce diplôme, donc j'avais un stage professionnel à faire. Et j'ai eu la chance de le faire au Théâtre Garonne à Toulouse. Et je suis tombée sur une excellente période parce qu'il y avait Aurélien Bory qui était en création à ce moment-là de son spectacle Plombé. Aurélien Bory qui est une référence dans le milieu circassien mondial, qui défend une esthétique qui lui est propre, qui défend plutôt... alors ce spectacle, ça rentre pas vraiment dans le cirque contemporain, mais plutôt théâtre d'action, théâtre de mouvement. Ça rassemble vraiment plusieurs disciplines artistiques. Et c'est vraiment sa démarche et son travail qui m'ont inspiré et qui m'ont donné l'idée de travailler avec des acrobates marocains. Et en fait, à mon retour à Tanger, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument inviter Aurélien Bory à venir ici au Maroc, rencontrer des acrobates traditionnels marocains et essayer d'embarquer cette jeunesse vers un autre univers artistique, une autre discipline artistique qui est le cirque contemporain. Avant de parler des acrobates traditionnels marocains et savoir ce que c'est, à ce moment-là, tu travaillais pour l'Institut français, n'est-ce pas ? Quand je suis rentrée à Tanger, effectivement, j'étais embauchée en tant que responsable d'action culturelle à l'Institut français de Tanger. Et c'est justement dans ce cadre-là que j'ai invité Aurélien, puisque à l'époque, on avait mis en place énormément de projets dans la ligne, on va dire, artistique, était la coopération franco-marocaine à tous les niveaux, que ça soit éducative, universitaire ou encore artistique. Donc la rencontre était vraiment le cœur du projet. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a invité Aurélien pour mettre en place des workshops qu'il a animés en direction de jeunes circassiens, acrobates traditionnels marocains. Eh ben, on va profiter de cette parenthèse pour en ouvrir encore une autre. Il y avait une véritable politique d'appui des circassiens de la part de l'Institut français en tant qu'outil de la diplomatie française, de la diplomatie culturelle. Et ça a l'air d'être complètement tombé à l'eau, cette idée de supporter les cirques et les arts du cirque. Disons que la politique de la France à l'étranger aujourd'hui, elle a complètement changé. Le Maroc avait une place importante, effectivement, c'était une zone prioritaire. Donc il y avait énormément de fonds qui étaient alloués aux différents instituts français sur le territoire. Il y avait des directeurs aussi qui étaient très compétents, qui avaient une réelle vision, qui ont apporté beaucoup à la scène culturelle marocaine, et pas seulement.
parce que le projet il dépassait quand même la culture, on touchait à différentes disciplines. Et il y avait aussi une liberté, c'est-à-dire chaque site était responsable, il avait son propre budget, il était responsable de sa politique sur le territoire qui est le sien. Sachant qu'il connaissait son public et il savait quels étaient les réels besoins. Exactement, donc ça avait du sens parce que voilà, ils travaillaient avec des acteurs culturels locaux, avec des universitaires, ils arrivaient à créer une réelle coopération encore une fois et des réels partenaires locaux. Donc on était dans cette relation bilatérale en permanence à tous les niveaux. Aujourd'hui, je trouve qu'effectivement on a perdu tout ça, on a un seul site qui chapeaute tout le réseau. Il y a moins d'argent, même si il y a des projets qui se font toujours, mais on va dire qu'il y a moins de soutien qu'avant, ça c'est une évidence. Alors, refermons cette parenthèse. Toi, tu as quand même fait l'université Abdelmalek Saadi. Tu peux nous raconter ton parcours? T'as mené jusqu'à l'Institut français? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai eu un bac scientifique pour faire finalement des études de droit privé, pour finalement dire je veux pas faire du droit, mais je veux plutôt travailler dans le secteur culturel. En voulant bien faire les choses, je me suis dit je vais refaire mes études en France en management culturel. Donc j'ai refait une maîtrise en management culturel et j'ai enchaîné avec un DESS en action artistique, politique culturelle avec une spécialité spectacle vivant parce que c'est dans ce secteur-là que j'avais envie de travailler. Et après, je suis revenue en Maroc vraiment armée d'outils, de compétences pour pouvoir vraiment travailler et militer dans le secteur culturel en soutenant des artistes marocains, en les accompagnant dans des projets, en défendant leur statut qui est souvent inexistant. Ça, c'était vraiment un peu un aperçu historique de mon petit parcours qui m'a emmené justement plus tard à créer le groupe acrobatique de Tanger. Alors la rencontre avec Aurélien Bory t'a inspiré le fait de pouvoir travailler avec les acrobates de Tanger. Tu les connaissais comment, ces acrobates de Tanger ? Alors déjà, je savais pas qu'il y avait des acrobates à Tanger. Donc ça, c'était la petite blague. Pour moi, les acrobates, comme c'était une tradition berbère qui nous vient du sud du Maroc, pour moi, c'était les acrobates, ils étaient vraiment que dans le sud du Maroc. Donc tout le monde connaît Ouled Sidi Ahmed Moussa qu'on voit sur la place Jemaa el-Fna. Et moi, j'ai toujours admiré ces artistes en les regardant sur la place Jemaa el-Fna. Et en même temps, je me suis toujours posé la question, pourquoi il y avait des enfants qui travaillaient et pourquoi ils n'étaient pas à l'école. Donc il y avait cette réalité-là qui m'intriguait et que je ne cautionnais pas trop. Donc je me posais des questions depuis toute petite en voyant ces artistes sur leur réalité, leur parcours, leur histoire. Ça m'a toujours interpellée. Quand j'ai rencontré Aurélien et que j'ai commencé vraiment à travailler sur l'histoire de l'acrobatie marocaine, à comprendre d'où ça vient, etc. Et en allant dans le sud, en rencontrant des maîtres, des familles d'acrobates, ils m'ont tous regardé en souriant, en me disant mais tu sais, il y a énormément d'acrobates à Tanger. Et d'ailleurs, tous les acrobates du sud du Maroc, ils vont à Tanger à la recherche du travail. Et je les ai regardés avec des yeux grands ouverts en me disant mais comment ça se fait, j'en ai jamais vu. Et là, ils m'ont dit il faut juste aller à la plage de Tanger et tu verras, il y en a plein tous les jours qui s'entraînent au niveau du Moon, donc au niveau de la ligue, anciennement la ligue qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc je reviens à Tanger et je vais à la recherche de ces artistes et en fait, j'arrive un matin et j'étais assez impressionnée de voir un aussi grand nombre justement d'artistes qui s'entraînent sur la plage et que ça soit vraiment organisé d'une manière très naturelle. Il y avait les tout petits qui essayent d'imiter les grands, il y avait les pré-professionnels qui avaient un niveau moyen et puis on voyait vraiment les artistes confirmés qui avaient un excellent niveau, une sorte d'école à ciel ouvert et les uns après nos autres. Et il y avait un maître aussi. Et donc là, je fais connaissance de ce maître et je rencontre ces artistes et je me suis dit, en fait, donc on va pas inviter des acrobates qui viennent des autres villes, on va travailler avec les acrobates de Tanger, puisque même ces acrobates, ils viennent des autres villes, ils immigrent vers Tanger. C'est l'histoire de l'acrobatie marocaine, ils s'approchent de la Méditerranée à la recherche des contrats dans les cirques traditionnels un peu partout en Europe. Et les cirques traditionnels un peu partout en Europe et dans le monde venaient à Tanger pour chercher les acrobates marocains. La spécificité des acrobates de Tanger et du Maroc, c'est la pyramide. C'était pas très varié. Est-ce que ça a évolué? Alors, l'acrobatie marocaine, effectivement, pour moi, et Aurélien, il le disait aussi très bien, pour nous, c'était vraiment un joyau de la culture marocaine. C'est quelque chose vraiment d'unique par son histoire. D'abord, c'est une acrobatie spirituelle, berbère. Les acrobates, ils appartiennent à une confrérie, la confrérie de Sidi Ahmed Moussa, donc c'est pas rien, en fait, il y a toute une histoire derrière. Et puis c'était des guerriers à la base. À la base, ils n'étaient pas considérés comme des artistes. Donc c'était vraiment des guerriers, c'était des gens qui faisaient la guerre. Et justement, ils se servaient, parce que la grande spécificité de l'acrobatie marocaine, ce sont les pyramides humaines, comme tu viens de le souligner, Philippe. Et ils se servaient de ces pyramides pour espionner l'ennemi et voir ce qui se passait de l'autre côté des murs. Parce que c'est des pyramides qui pouvaient monter très haut. Et c'est vraiment plus tard que cette tradition a évolué vers un but artistique.
et que plusieurs familles se sont transmis ce savoir-faire de génération en génération. Et voilà, c'est des familles qui ont défendu cette tradition, qui ont été après embauchées dans les cirques traditionnels un peu partout en Europe. Mais il y a aussi une deuxième spécificité technique, pour le coup, au-delà des pyramides humaines, ce qui vraiment caractérise l'acrobatie marocaine, c'est une acrobatie circulaire. Et ça, c'est vraiment propre à l'acrobatie marocaine. Il y a que les acrobates marocains qui ont une détente de dingue et qui arrivent à faire tous les mouvements sous forme de cercle, et pas un seul cercle. Ils peuvent faire plusieurs cercles jusqu'à avoir la tête qui tourne. C'est vraiment leur force. Et c'est vraiment ce qui caractérise l'acrobatie marocaine dans sa technicité, au-delà de son histoire. Est-ce que tu as fréquenté le café rue Moussa Ibn Nousser où allaient tous les acrobates, justement pour rencontrer les patrons de cirque, pour parler entre eux de programmes, de projets, etc. Je connais très bien ce café, j'y suis allée quelques fois, mais je peux pas dire que je le fréquente énormément. J'ai pas la même vision que les maîtres qui fréquentent ce café, qui défendent effectivement une acrobatie traditionnelle, qui cherchent des contrats à l'étranger, qui embauchent des artistes, parce que c'est quand même un univers qui est vraiment propre au cirque traditionnel, et c'est des pratiques qui sont aussi liées au cirque traditionnel. Malheureusement, les acrobates qui partent avec ces contrats, ils sont souvent exploités. Donc c'est des pratiques que je ne cautionne pas. Donc je risque pas de n'y aller, parce que déjà, nous, en tant que compagnie, on a embauché énormément d'artistes qui finalement ne travaillent plus pour le cirque traditionnel, ce qui a déplu énormément à plein de maîtres qui ont perdu, on va dire, leurs meilleurs artistes. Donc, je suis pas sûre que je suis aimée, appréciée par certains maîtres. Heureusement, il y en a qui sont fiers de l'aventure du groupe acrobatique de Tanger, qui ont vu l'intérêt, cet intérêt de donner une dimension internationale à cette acrobatie, cet intérêt de la refaire vivre, parce qu'il faut savoir que c'était une tradition qui est en voie de disparition. Grâce à cette aventure, on arrive à partager l'histoire de cette acrobatie marocaine. On lui a donné quand même un nouveau souffle. Et aujourd'hui, elle est valorisée à travers le projet du groupe acrobatique de Tanger. Et ces artistes sont valorisés dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. Et je pense que c'est ça aussi la force du projet de la compagnie. Tu disais une pratique en voie de disparition. Qu'est-ce que c'est devenu les acrobates traditionnels de Tanger maintenant? Alors malheureusement, si on va à la plage de Tanger, on va voir qu'il y en a presque plus. Là, à la date d'aujourd'hui, il reste encore 6 acrobates que je connais, que je vois leurs entraînements, voilà. Ils s'entraînent moins à la plage, maintenant ils s'entraînent dans des parcs ou ils s'entraînent dans une salle justement à Bab el Marsa. Mais il n'y a plus ce rassemblement qu'il y avait avant à la plage de Tanger. Mais aussi parce qu'on leur a aussi supprimer leur espace de travail. Avant, il y avait la digue, donc ça protégeait leur espace de travail du vent, donc c'était pas rien. Aujourd'hui, la digue n'existe plus, donc ils ont plus leur espace, et c'est pas idéal comme espace de travail maintenant pour eux. Mais au-delà de ça, les meilleurs acrobates, ils sont partis à l'étranger, ils reviennent plus. Malheureusement, ça c'est une autre réalité, du fait que ce sont des artistes qui sont pas reconnus encore une fois chez eux en tant que tels et qui sont pas valorisés. Donc ceux qui ont eu la chance d'avoir quelques contrats dans les cirques traditionnels, même s'ils étaient exploités, à la fin du contrat, ils restent à l'étranger, ils reviennent plus. Donc voilà, c'est un peu la triste réalité. غدار وعدا بالعار وانا في الدنيا مظلوم بكيت بالليل وبالنهار وراسي بالمشاكل محتار زماننا صعيب سيدي زماننا صعيب زماننا صعيب سيدي زماننا صعيب بضرار ضحكوا الناس ظنوني راني مهبول فتحت اسرار بكاو الناس وحسبوني راني مشغول فكر انت في محلي واش عندهم الحق ولا انا المبريز زماننا صعيب سيدي زماننا صعيب زمان صعيب
Alors c'est vrai qu'en créant le groupe Les Acrobates de Tanger, tu as quelque part structuré un secteur qui fonctionnait très 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 bien mais de façon tout à fait informelle et que peut-être tu t'es opposé à des intérêts, une sorte de business de talent qui était vendu dans les cirques, il y avait des commissions qui devaient se prendre et t'es rentré là-dedans, t'as mis un coup de pied dans la fourmilière en fait. Exactement, et c'était pas du tout apprécié, d'autant plus que j'étais une femme. Alors autant te dire que c'était pas du tout gagné au début. Mais oui, c'est exactement ça. Alors au départ, j'avais porté un jugement en disant que je cautionnais pas du tout. Mais en fait, quand on discute avec les maîtres et avec les artistes, c'est une pratique qui est très courante et personne n'y voit du mal, puisque c'est comme ça a toujours fonctionné comme ça. Un maître t'apprend un métier, te sauve de la misère en quelque sorte, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la tradition, elle est transmise à des jeunes enfants que les maîtres prennent de leurs parents. Donc c'est souvent des parents qui ont énormément d'enfants, qui en ont 7, 6 et qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Et qui font don d'un enfant ou de deux à un maître qui va leur apprendre un métier. Et plus tard, cet enfant, il va devenir un artiste adulte et qui va subvenir aux besoins de la famille. Donc ça fonctionne vraiment comme ça. Du coup, ces jeunes enfants, ils ont connu le maître. Pour eux, c'était pas qu'un simple maître, c'était aussi un père. C'était quelqu'un qui les a adoptés, alors que leurs propres parents les ont rejetés d'une manière, si j'ose dire ça comme ça. Donc voilà, et c'est un parent. Et pour eux, c'est tout à fait normal de verser 10% de leur salaire de toute leur carrière, c'est une durée illimitée, à ce monsieur-là qui leur a appris un métier et qui les a sauvés en quelque sorte. Donc, si on voit l'histoire de cet angle-là, bon, ça peut se justifier. Mais moi, je suis personne pour juger ça. Mais c'est vrai que moi, je trouvais ça hallucinant que quelqu'un qui travaille puisse verser presque 10% de son salaire à vie à quelqu'un qui lui a appris quelque chose. Mais bon, c'est ma façon de voir les choses, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, ceci dit, j'ai un artiste qui a eu ce parcours-là et qui a porté son histoire longtemps, qui en a voulu à ses parents jusqu'à tard. Il a jamais compris pourquoi ses parents se sont débarrassés de lui et pas d'un autre frère ou d'une autre sœur. Il a pris très très mal. Et il a eu un maître et pendant des années, il a donné 10% de son salaire, même quand il a intégré la compagnie. Avec nous, il donnait 10% à un maître qui lui a pas offert ce travail-là. Donc c'est quand même assez aberrant. Mais ça fonctionnait comme ça. Il l'a fait pendant des années jusqu'au jour où il s'est dit non mais là en fait c'est pas normal. Au bout de 10 ans de parcours avec nous, il m'a dit un jour écoute, moi je trouve ça pas logique que je continue à verser les 10% à mon maître. Je vais lui dire que je ne veux plus lui verser les 10% et que je lui en ai donné assez depuis le temps que je travaille, sachant qu'il commence à travailler très petit, à l'âge de 10 ans et 7 ans pour certains. C'était sa décision, ça n'a pas forcément été apprécié par le maître. C'est vrai qu'il y a d'autres pratiques dans le milieu et moi le plus dur quand j'ai monté ma structure et monté le projet, c'était de leur expliquer qu'on va travailler avec une autre démarche, que j'étais pas un agent, que j'étais une directrice artistique, que c'est un projet qui avait une dimension de professionnalisation, qui avait une dimension sociale dans le projet, mais qui avait surtout une dimension artistique et un projet à défendre et des valeurs, etc. Et qu'on avait tous un salaire, qu'on était tous embauchés de la même structure et chacun avait un salaire en fonction de son poste, de ce qu'il faisait dans la compagnie. Mais qu'il y a personne qui va prendre 10% à personne. Et ça, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Et ça a mis du temps pour qu'ils comprennent l'univers dans lequel je les embarquais. Et aussi une nouvelle façon de travailler. C'était la première fois ils signaient leur propre contrat, où ils voyaient leur propre contrat. C'était la première fois où ils étaient assurés. C'était la première fois où ils avaient un chômage. C'était la première fois où ils avaient des droits en tant qu'artistes salariés. Et pour eux, tout était nouveau et tout a pris du temps pour qu'ils comprennent et qu'ils intègrent un monde de travail lambda. C'est vrai que ça, grâce à cet archaïsme du maître et de l'élève, du maître et du disciple, du ma'allem et de son apprenti, que la tradition a pu perdurer, mais que dans un contexte beaucoup plus moderne, ça peut avoir des effets de mafia un petit peu. C'était justifié, c'est compliqué de perdurer dans ce système-là. Effectivement, c'est justifié, mais je pense sur un laps de temps. Quand ça dure, on passe de l'autre côté. Il y a un côté effectivement complètement mafieux et malsain, surtout malsain. Comment est-ce possible qu'au bout de 20 ans, 30 ans de parcours professionnel, que tu verses 10% de ton salaire à quelqu'un qui t'a appris un métier sur 2 ans? Enfin, à un moment donné, c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que les ma'allem ne touchent pas non plus de retraite et que c'était leur façon à eux de s'assurer une retraite au moment des vieux jours arrivés. Cela dit, l'administration en France
Quand on fait une grande école et qu'on touche un salaire pour suivre les cours de cette grande école, en étant étudiant, que ce soit l'ENA ou les écoles pour devenir enseignant, on doit une dizaine d'années à l'État français aussi, on est obligé d'enseigner. Vu comme ça, c'est vrai que quand on regarde le système partout, il y a toujours une contrepartie. Ça, c'est clair. Mais pour revenir au Ma'alem, je suis complètement d'accord. Et en même temps, c'est des gens qui font un travail formidable dans le sens où, sans eux, cette tradition ne va pas perdurer. Mais je pense qu'il y a moyen d'inventer des nouveaux schémas pour eux. Et d'ailleurs, moi, mes artistes, quand je les avais embauchés, il y avait un Ma'alem qui était le maître de la majorité de ces artistes-là. Et j'ai essayé de le convaincre, de lui dire, écoute, on peut créer un autre schéma. C'est ton droit. Effectivement, tu leur as appris un métier et tout ça. Moi, je te propose un contrat qu'on me, tu auras un salaire qu'on me. Tu feras partie de l'équipe, même si t'es pas avec nous en tournée, même si t'auras pas un réel travail à faire, mais c'est une sorte de reconnaissance de ton travail, de tout ce qui a été fait. Donc, on te verse un salaire mensuel comme l'ensemble de l'équipe. Et il a refusé. C'était assez catégorique. Je me rappelle très bien de cette phrase. Il m'a dit, moi, je t'ai rien appris à toi, donc t'as rien à me donner. Et c'est louable, en même temps, c'est louable. Il me dit, par contre, eux, ils me sont redevables la vie. Et en fait, pendant des années, ces artistes, ils ont continué à lui donner ces 10%, jusqu'à un moment où il y a une partie de l'équipe qui ont décidé d'arrêter parce que c'était plus justifié, mais pas par rapport au fait que ils ont oublié ce qu'il a fait pour eux, mais parce que en fait, il leur faisait du chantage, il avait d'autres pratiques qui n'étaient pas du tout défendables et qu'il commençait à nuire vraiment à leur vie, à leur parcours, et que là, on est tombé vraiment dans un côté très mafieux qui n'était plus défendable. Et donc, ils ont décidé d'arrêter. Mais moi, j'avais pas mon mot à dire. En tout cas, c'était pas mes histoires et c'était parfait comme ça. Alors, tu as créé, en quelque sorte, sans être du groupe des acrobates, sans être de cette culture-là, tu as créé la modernité dans le milieu des acrobates du Maroc, avec le groupe des acrobates de Tanger. Quelle est l'histoire du groupe? Quand tu commences à le créer, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va revenir un peu au début. Donc, on a invité Aurélien Bory, il est venu au Maroc. On a parcouru le Maroc pour rencontrer vraiment plusieurs familles d'acrobates. Et on a décidé de travailler qu'avec les acrobates de la ville de Tanger. Étant moi-même de Tanger, ayant l'Institut français de Tanger qui était comme partenaire, il nous a semblé juste de se concentrer vraiment sur les artistes de la ville de Tanger. Donc voilà, on est parti de là, on a créé la compagnie, on s'est posé la question comment on va appeler la compagnie. Bon, ils sont acrobates, ils sont Tanger, c'est un groupe, ils fonctionnent en tant que groupe. Il n'y a pas un acrobate qui travaille tout seul, c'est impossible dans l'acrobatie marocaine. Il faut que ça soit un groupe, si ce n'est que pour faire les pyramides. Bon, voilà, ça va être le groupe acrobatique de Tanger, c'était aussi basique, aussi simple. Et ça représentait aussi l'identité de ces artistes-là. Donc on a décidé avec Aurélien de donner ce nom-là à la compagnie. Et là, au départ, il n'y avait pas aussi une ambition de faire un spectacle pour ces artistes. Au départ, avec Aurélien, on avait juste envie de mettre en place des ateliers et de leur donner des outils de travail pour emmener encore plus loin cette tradition de l'acrobatie marocaine. Pour la questionner, pour la moderniser, pas forcément. Oui, pour la moderniser, c'est certain, mais en tout cas, pour qu'ils avancent dans leur parcours et qu'ils ne fassent pas toujours la même chose. Parce qu'un acrobate marocain traditionnel, c'est un répertoire très précis, c'est les mêmes numéros qui se répètent, c'est les mêmes pyramides, et en fait, ça ne bouge pas dans le temps. Et l'idée, c'était justement de la moderniser, certes, en partant de cette tradition, en la sauvegardant, parce que ça nous tenait énormément à cœur, mais en créant des nouveautés, de dire, ok, si on fait 2 mouvements, on les mélange. Est-ce qu'il y a moyen de créer un nouveau mouvement? Si on fait 2 pyramides, on prend un bout de cette pyramide et un bout de l'autre. Est-ce que ça déséquilibre la pyramide? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle? Donc on est parti un peu dans cette recherche avec Aurélien. Et après plusieurs sessions de travail avec ces artistes, c'est là où on a découvert leur réalité socioculturelle, leur parcours. On s'est regardé un jour avec Aurélien et on s'est dit, mais en fait, des ateliers, ça va pas suffire pour changer la vie de ces artistes. Il faut faire plus. Et c'est là où je dis à Aurélien, écoute Aurélien, je veux monter une compagnie et je veux que tu signes pour cette compagnie le premier spectacle d'acrobatie marocaine contemporain. Et c'est là où Aurélien me dit, ok, allez, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Il faut créer le premier spectacle qui permettra à ces jeunes artistes de vivre dignement de ce qu'ils savent faire. Donc de là est né Tsaoub qui veut dire tissu, un mot arabe qui veut dire tissu. Et Aurélien, effectivement, dans l'écriture de ce spectacle, il est vraiment parti du constat simple qui était le groupe, donc un tissu humain, les liens sociaux qui lient ces artistes, ils sont très liés. Il a constaté qu'au Maroc, la famille, c'est quelque chose d'important. On est toujours là les uns pour les autres. Donc il est parti vraiment de ce tissu humain, de ces liens sociaux qui nous lient ici au Maroc et puis qui lient surtout ce groupe. Et on a décidé d'appeler le spectacle Tsaoub.
Et bien sûr, dans la scénographie, il a utilisé des tapis marocains, des tissus, des gandoras, des djellabas, des choses qu'il a vues ici au Maroc et surtout qu'il a vu les artistes porter. Ces jeunes artistes qui étaient tiraillés entre tradition et modernité, de les voir la semaine en jean et puis le vendredi en gandora pour aller à la mosquée et le samedi soir en boîte de nuit. Et Tsaoub, ça parle vraiment de l'histoire de ces jeunes et de leur quotidien, de comment ils sont vraiment. Et je me rappelle très très bien, la première fois on a joué Tsaoub dans les jardins à la Manoubia, c'était magnifique. Avec des chants de Nassir Riwan qui ont été repris a cappella par le public, des you-you parce que on avait Jamila qui était à la fin du spectacle en grande pyramide mais avec une énorme robe blanche et pour le public marocain c'était une scène de mariage de la mariée qui sort et donc il y avait des you-you dans la salle, c'était vraiment un moment magique et toute l'histoire du groupe aquatique de Tanger a commencé à cet instant-là, suite à cette représentation dans les jardins de la Mandoubia en face de 1000 personnes. Et on se regarde avec Aurélien et on s'est dit, mais en fait, il faut pas que ça s'arrête là. Il faut pas que ça s'arrête à des représentations ici au Maroc. Il faut que ces artistes soient exportés, que le monde entier découvre le talent de ces artistes. Et là, c'était un peu compliqué parce que d'une part, on n'était pas connus. La compagnie vient d'être créée. C'était la première compagnie de cirque contemporain marocaine, parce que le cirque contemporain à l'époque, il n'était pas existant. Donc on l'a créé, on a lancé ce mouvement artistique en 2003. Et alors aller défendre ce spectacle-là devant des programmateurs européens, on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas fait venir un photographe spécialisé en la matière pour avoir de belles photos. On avait zéro outil pour rendre ce spectacle. Donc on avait que Aurélien avec son réseau et moi pour vendre l'histoire du groupe aquatique de Tanger. Et avec Aurélien, on s'est battu et c'est grâce à Aurélien. Là pour le coup, j'avais aucun mérite. Aurélien qui parle de cette aventure folle à Marc Fouillon, qui était le directeur de Circa, un grand festival de cirque contemporain mondialement connu à Auch, à côté de Toulouse. Il lui parle de cette aventure en lui disant "Écoute, il faut que tu aides cette compagnie. C'est un magnifique spectacle. J'ai rien à te montrer, mais il faut que tu me fasses confiance." Et Marc Fouillon, il a dit "Écoute, je te fais confiance. On les invite à la prochaine édition." Et pendant une année, il n'y avait pas de date, parce qu'on avait créé le spectacle en juin. Pendant une année, il y avait 0 date. Il a fallu attendre octobre 2004 pour aller jouer à Circa. Donc il a fallu maintenir l'équipe toute une année. Et Aurélien, il nous avait énormément aidé, parce que lui, il avait sa structure en France, bien évidemment. Et je me rappelle très très bien que sa structure nous avait fait une petite subvention sur l'année pour pouvoir salarier les artistes qui continuent à répéter, etc. C'était une manière de maintenir l'équipe jusqu'à prochaine date à Circa. Et à Circa, c'était un succès énorme. On s'est retrouvés à jouer sous un chapiteau et je me rappelle très bien de 80 programmateurs qui sont venus en bus pour voir le spectacle. Donc je sais pas si c'est le groupe aquatique de Tanger, si le nom Tanger a intéressé les programmateurs, si c'est l'association Acrobates plus Tanger, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce nom, et l'association bien sûr aussi avec le nom d'Aurélien Bory qui était assez connu. Donc je pense que ça a suscité l'intérêt de pas mal de programmateurs. En tout cas, on en a eu 80 qui sont venus voir le spectacle. Et dans la foulée, 120 dates vendues pour la saison d'après. Ce qui est énorme et inattendu pour une jeune compagnie qui vient d'être créée, pour une structure que je viens de créer. Et pour moi, le futur, c'était plein d'inconnus, mais je savais qu'il fallait y aller, qu'il fallait pas lâcher ces jeunes et qu'il fallait tout faire pour mettre en place ces 120 dates et jouer Tsaoub partout dans le monde. D'ailleurs, un tel succès que maintenant on croit souvent que le nom de la compagnie c'est Tsaoub. Tout à fait, exactement. Il y a beaucoup de gens qui croient que le nom de la compagnie c'est Tsaoub, puisque c'était vraiment le premier spectacle qui a marqué notre histoire et qui représente énormément justement l'histoire de ces jeunes artistes, tout à fait. Et il y a même eu un livre sur Tsaoub. Oui, alors nous, dans notre parcours, on a énormément de chance. J'ai tendance à dire, il y avait un maître qui me disait toujours, écoute, avec le projet que tu as mis en place et tous ces jeunes artistes que tu as formés, que tu as accompagnés, et le fait d'avoir valorisé cette tradition qui était en voie de disparition, ne t'inquiète pas, tu auras toujours Sidi Ahmed Moussa qui va vous accompagner et tu auras sa baraka. Et aujourd'hui, j'ose croire qu'on a la baraka de Sidi Ahmed Moussa qui nous protège quoi qu'il arrive. Et là, ça fait 20 ans que la compagnie existe et on a eu des moments difficiles, on a eu des moments compliqués, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et quelque part, je pense qu'il y a le Saint Sidi Ahmed Moussa qui nous protège. Et effectivement, pour revenir à l'histoire du livre, donc on a eu la chance, il y a eu l'intérêt de la fondation BMCI qui avait monté toute une série de livres sur des artistes connus en Maroc. C'était une façon de leur rendre hommage. Donc le premier livre, c'était sur Nassir Riwan.
Voilà, qui ne connaît pas Nasser Riwan. Et donc, le deuxième livre, ils nous ont choisi, nous. Alors, passer après Nasser Riwan, pour nous, c'était juste pas possible. Et en même temps, ça nous a fait énormément plaisir, bien sûr. D'autant plus qu'on a utilisé énormément les chansons de Nasser Riwan dans nos différents spectacles. Donc, on était très liés à Nasser Riwan. Et être honoré dans la foulée après Nasser Riwan, pour nous, c'était juste inespéré, une chance de dingue, effectivement. Et vous avez aussi quelque part, d'une certaine façon, accompagné le développement de Tanger parce que 2004, enfin le début des années 2000, c'est le début d'un renouveau d'intérêt du monde pour Tanger et même du Maroc pour Tanger, on peut dire aussi. Complètement. Et là, ça fait 20 ans que la compagnie existe. Et depuis qu'on a commencé l'aventure, il y a eu un réel intérêt de la presse internationale. Le nombre de télévisions européennes, même mondiales, qu'elles soient suisses, françaises, américaines, qui se sont déplacés à Tanger pour rencontrer la compagnie, pour aller filmer à différents endroits de la ville de Tanger et parler de Tanger. Je pense qu'on a parlé de Tanger sur la scène mondiale, mais à différents niveaux et plusieurs fois. Voilà, donc j'ose espérer qu'on a participé effectivement, en tout cas au rayonnement de Tanger et du Maroc à l'international, ça c'est sûr. بعيد
Après Taoub, il y a eu Choufou Chouf. Tout à fait, une rencontre fun avec un duo de metteurs en scène suisses complètement fou. Zimmermann de Perrault, c'était une rencontre inespérée. Et d'ailleurs, c'était aussi grâce à Aurélien Bourri qui nous a présenté, qui a fait le lien. Et là, par contre, c'était une histoire complètement différente avec ce qu'on a fait avec Aurélien. Alors, autant Aurélien, il est arrivé très ouvert dans un pays qu'il connaissait pas, dans une culture qu'il ne connaissait pas. Et il s'est énormément inspiré de ce que les artistes sont, de la culture. Il a essayé de comprendre notre histoire, l'histoire de l'acrobatie marocaine. Donc, c'est quelqu'un qui était dans une proximité avec les artistes et avec la culture locale, bien évidemment. Autant Zimmermann de Perrault, ils étaient dans une démarche complètement suisse, réglée à la seconde près. Et là, les acrobates ont dû se plier au rythme suisse. Ah non, pas forcément. Non, ils ont eu du mal, les uns et les autres. C'était une aventure pas facile au début. D'autant plus que la première résidence pendant 1 mois, c'était pendant le Ramadan. Alors autant te dire, c'était compliqué. Il y a eu un réel décalage culturel. Effectivement, entre la culture marocaine et entre la culture suisse, entre les deux metteurs en scène qui arrivent un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous et les artistes marocains qui arrivent 20 minutes après l'heure du rendez-vous. Donc voilà, il y avait un énorme décalage à tous les niveaux, même d'un point de vue humour, même lecture de tout. Et c'était un peu compliqué parce que c'est comme s'il y avait 2 équipes au début. Et c'était assez inquiétant dans l'écriture du spectacle. En tout cas, moi, j'étais très inquiète au début en se disant, mais en fait, j'ai horreur des stéréotypes et j'avais vraiment très peur que Martin et Dimitri fassent un spectacle avec énormément des clichés parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître réellement ces artistes et d'avoir une proximité avec eux. Ils ont mis comme une barrière entre eux et eux qu'on a mis du temps pour comprendre. Voilà, ça vient encore du décalage, mais qu'on a réussi à casser progressivement. Donc voilà, résultat spectacle magnifique, il n'y a pas eu de stéréotypes, mais c'est vrai que le début, c'était vraiment pas du tout évident. Et on a rigolé de ce décalage dans le spectacle, de cet humour qui était complètement différent. On a réussi à retrouver l'humour de Martin et Dimitri, comme on a réussi à retrouver l'humour de nos artistes marocains, dont le spectacle est un humour complètement différent. Et ça, c'était chouette. Et ils ont eu un autre regard aussi sur les artistes, parce qu'autant Aurélien, il a travaillé sur la notion du groupe, il a mis en avance un groupe, et pas forcément un artiste ou une individualité. Autant Martin et Dimitri, ils ont eu vraiment envie de travailler sur l'individuel. Donc ils ont travaillé vraiment sur chaque artiste, sa spécificité, celui qui est drôle, celui qui l'est pas, et ils ont réussi à mettre en avant plus des individualités qu'un groupe. Donc c'était une démarche complètement différente. Donc ça c'était pour Choufou Chouf, notre deuxième création avec nos amis suisses. Et puis après vous revenez dans une zone de confort avec Aurélien Bourri, qui fait partie de l'aventure depuis le début, et vous créez Azimut. Tout à fait. Alors Azimut, c'était encore une autre histoire, hein, assez chouette d'ailleurs, parce qu'on a fait Taoub, mais Taoub, on l'a fait dans des conditions vraiment... c'est un spectacle qui a été fait de zéro, mais vraiment de zéro. Il a été entièrement créé en Maroc, avec zéro soutien, si ce n'était le soutien de l'Institut français. Donc autant te dire un petit budget. Aurélien, il a été très généreux pour ce spectacle. D'ailleurs, si je me rappelle bien, il avait même pas pris de salaire. Donc voilà, il y avait un moment de générosité autour de Taoub de la part de tous les collaborateurs qui ont travaillé avec nous pour que ce spectacle puisse exister. Donc on avait envie d'aider ces jeunes artistes marocains et il y avait une sorte de don de soi de la part de tout le monde, y compris de nos partenaires locaux tangérois à l'époque. Choufou Chouf, c'était autre chose. La compagnie, elle était déjà connue. On avait énormément de partenaires en Europe. Donc, c'était dans des conditions très, très, très correctes. Et Azimut, c'est encore à un autre niveau. Là, c'est le théâtre en Provence, à Aix-en-Provence, avec son directeur Dominique Buzet. Et c'était dans le cadre de Marseille 2013. Et là, Dominique Buzet, il avait envie de créer tout un projet autour de la Méditerranée. Et il a proposé à Aurélien Bourri de créer un spectacle autour de la Méditerranée. Quand il en a parlé avec Aurélien lui dit, écoute, moi, mon seul lien avec la Méditerranée, mon seul lien fort, bien évidemment, avec la Méditerranée, ce sont le groupe acrobatique de Tanger et Salah. Donc, c'est avec eux que j'ai envie de faire un projet. Et c'est là, Aurélien, il m'appelle, il me dit, écoute, tu vas pas le croire, parce que bien évidemment, après Choufou Chouf, je disais à Aurélien, écoute, top, c'était bien, mais bon, quand même, c'était pas très confort pour toi, tu as travaillé dans des conditions lamentables, mais tu as fait un petit bijou, mais j'ai l'impression qu'on peut encore faire quelque chose ensemble et aller encore plus loin avec ces jeunes. Il faut qu'on trouve l'occasion de le faire et qu'on trouve une idée pour le faire. Et Dominique Buzet, merci à lui, il a réussi à nous offrir cette occasion, grâce à Marseille 2013. Et là, on discute avec Aurélien en disant, on va travailler sur quoi? Et Aurélien, il me dit, écoute,
Moi, j'ai envie de travailler sur le côté spirituel de l'acrobatie marocaine, qui n'a pas été du tout mis en avant dans les précédents spectacles. Mais attention, ça risque d'être un spectacle avec 0 acrobatie. Es-tu prête à prendre ce risque? Et là, je le regarde et je dis, bien sûr, soyons fous. Et effectivement, c'était dangereux de prendre ce risque-là, parce que les gens, quand ils entendent le groupe acrobatique de Tanger, ils s'attendent à voir de l'acrobatie, à voir des pyramides, à voir des artistes qui sautent. Et là, on était sur un spectacle très abstrait, très visuel, mais magnifique, vraiment dans l'univers d'Aurélien Bory. Et on a abordé vraiment la figure du Sidi Ahmed Moussa en particulier, avec des artistes qui volent au ciel, avec une énorme grille qui crée un bruit, qui crée vraiment une ambiance sonore assez présente. On avait l'impression de voir des tableaux de peinture abstraits défiler, mais d'une puissance énorme, sonore, humaine. Donc effectivement, il y avait des pyramides, mais on les voyait se faire, mais sans comprendre comment elles se montent. Donc tout était ingénieux dans l'écriture de ce spectacle. Aurélien, il a fait vraiment un petit bijou avec Azimut. Mais c'est là qu'on est vraiment dans la création, justement. Exactement. Là, on a emmené les artistes vraiment ailleurs, parce que là, ils étaient perdus dans Azimut. Aurélien, il leur disait non, mais en fait, on va faire ce mouvement. Donc pour l'artiste, pour le faire bien, ce mouvement-là, il faut le faire vite, d'une rapidité, et puis il faut que ça soit très précis. Et Aurélien, il demandait à l'artiste de décomposer ce mouvement et de le faire tout doucement, parce qu'avec la lumière, on va créer, un effet qui était recherché et qui est autre que de voir juste une acrobatie rapide et précise. Donc on était vraiment dans un autre univers. Et les artistes, ils comprenaient pas, ils regardaient Aurélien, ils disaient, ouais, mais là, c'est pas beau. Et Aurélien, il leur disait, non, mais attendez, patience, vous allez voir que ça va être beau. Mais là, oui, comme ça, c'est pas beau. Mais avec ce qu'on va en faire, ça va être beau. Pendant tout le processus, on sentait que les artistes, ils étaient curieux et ne comprenaient pas comment est-ce possible de faire un spectacle sans réelle acrobatie comme eux, ils l'entendaient. Et effectivement, on était dans une création contemporaine où ils ont découvert d'autres outils de travail, où Aurélien, il les a vraiment poussés dans leurs limites et encore dans une démarche autre qu'ils ne connaissaient pas avant. Et c'était chouette. Un peu comme des acteurs dans un film qui ne connaissent le résultat de leur travail qu'à la fin. Exactement, tout à fait. C'était exactement ça. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le travail, c'était là où ils découvraient finalement le résultat et la beauté des images de ce qu'ils ont travaillé pendant des mois. Et là, ils comprenaient, ok, donc là, c'est le Saint Sidi Ahmed Moussa. Ok, il va monter au ciel parce que il y avait une histoire qui racontait que Sidi Ahmed Moussa, il est monté au ciel. Et une fois arrivé au ciel, il a regardé son peuple en bas. Il voyait que ça se passait mal. Il a dit, non, en fait, ma mission, elle est pas finie. Il faut que je revienne pour mettre de l'ordre sur terre. Et il redescend sur terre. Et en fait, on a mis cette image-là sur scène avec cette figure de Sidi Ahmed Moussa qui monte au plafond et puis qui redescend, mais sans voir la machinerie qui était complètement cachée. On voyait juste le personnage monter, marcher au ciel. On sait même pas comment il marche parce que tout était magiquement bien fait. Donc c'était un spectacle vraiment très ingénieux et très très beau de la part d'Aurélien Bory. Et merci à lui parce que il a signé encore pour nous un spectacle qui nous a emmenés encore plus loin dans notre parcours. Est-ce que c'est cette rupture totalement créative, totalement artistique qui a permis le 4e spectacle Halka, qui est à la fois un retour aux sources et puis une création de la troupe elle-même? Alors effectivement, Halka, ça a marqué une nouvelle page dans l'histoire de la compagnie. Parce que ça faisait 10 ans déjà qu'on tournait avec les mêmes artistes. Ça aussi, c'est important de le dire. Ce sont des artistes qui sont installés aussi dans une sorte de confort de travail. Il y avait un rituel de travail, on faisait toujours les mêmes spectacles, les tournées, les répétitions. Et puis il y avait un confort, des conditions aussi de travail. Donc c'est des artistes qui commençaient aussi à fatiguer un peu physiquement. Et j'avais l'impression d'arriver un peu au bout de ce que je pouvais faire avec eux. Mais j'avais pas envie que ça s'arrête à Azimut. J'avais envie de leur offrir un dernier spectacle et que ça soit le leur. Et les pousser aussi dans leurs limites, parce que après différentes collaborations, que ce soit avec Aurélien Bory et Zimmerman de Perrault, ils commençaient à avoir leur propre univers, leurs propres envies artistiques. Et là, je leur propose de faire une création collective. Je leur dis, voilà, on va partir ensemble, mais cette fois-ci, vous allez mettre la main à la pâte, et ça va être une création collective, on va tous s'y mettre. Et pour ce faire, on va inviter une personne pour un regard extérieur. Et là, on invite Abdeliazid Salhaji de la compagnie XY, qui est un collectif circassien très connu, mondialement connu, et qui est pour moi un spécialiste du travail collectif. Parce que voilà, le collectif aussi, ça s'apprend. C'est pas simple de vivre ensemble tout le temps et de créer ensemble et d'arriver à créer ensemble et que ça soit, et qu'on arrive tous à se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de mettre en place et comment on le fait. Donc c'est aussi, pour moi, c'était aussi une forme d'apprentissage, les emmener aussi dans cette direction.
Et là, on acte de faire halqa. Et en discutant avec les artistes, donc bien évidemment, ce qui les intéressait, c'était un peu de revenir aux sources. Donc de revenir à cette forme traditionnelle de l'acrobatie marocaine, le cercle, le halqa, cette forme de spectacle populaire qu'on retrouve partout, parce qu'il n'y a pas un seul acrobate qui a commencé sans passer par une halqa. Et aussi parce qu'on fait le constat que le halqa, donc cette forme de spectacle, qui est aussi en voie de disparition, donc c'était aussi une façon de valoriser cette forme de théâtre de rue populaire, de lui donner encore un nouveau souffle ou d'essayer de la sauvegarder à travers ce spectacle. Et on part voilà sur l'idée d'une halqa, ce qui rejoint aussi le cercle, une des particularités de l'acrobatie marocaine, et l'idée du sable. On avait envie de rendre hommage à la ville de Tanger et à la plage de Tanger, d'autant plus que c'était l'année à laquelle on avait détruit la digue des acrobates. Donc on avait envie d'en parler aussi dans ce spectacle. La disparition d'un espace de travail, la disparition des maîtres, qui se faisait aussi rare, qui part, donc cette relation au maître. Donc on a abordé justement tous ces sujets-là dans Halqa, l'apprenti, le maître, cette relation, comment elle commence, comment elle se termine, leur espace de travail, leurs conditions de travail, et comment ils ont commencé et leur évolution. Donc c'était un peu le sujet dans le spectacle, et aussi on a abordé le côté berbère de l'acrobatie marocaine avec la musique berbère. On a fait appel à Raïs Mehend, un super musicien avec ses instruments berbères qui a fait toute la création musicale du spectacle. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant Halqa, on a créé notre structure en France, parce que jusque-là, on avait une structure au Maroc. Pour le côté européen, on avait des structures partenaires. Donc, au début, c'est la compagnie d'Aurélien Bourri qui nous a énormément soutenus et accompagnés pour la diffusion et notre activité à l'international. Mais à terme, je voyais bien que pour vraiment consolider le projet, il fallait créer notre propre structure en France. Donc, avec Halqa, on s'est dit, voilà, on va être producteur à 100% dans notre spectacle et on va créer notre spectacle à l'occasion de ce spectacle. Donc c'est là où ça a marqué aussi un tournant, on va dire, de structuration pour la compagnie lors de ce spectacle-là. Et là, effectivement, une nouvelle page a commencé à tous les niveaux. Et c'est là qu'est apparu le 5e spectacle, FIC. Tout à fait. Alors après Halqa, ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que je suis allée au bout de ce que je pouvais faire pour accompagner ces jeunes artistes que du coup j'ai accompagné pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, je me suis dit, bon, est-ce que c'était une erreur d'avoir gardé les mêmes personnes 15 ans? Est-ce que c'était pas mieux de donner la place aussi à d'autres artistes? C'était la même équipe, mais on avait aussi des remplaçants parce qu'on avait des blessés. Il fallait, voilà. Il y avait aussi des fois des moments de vie où il y avait des artistes qui avaient besoin d'un break pour X raisons, où ils se faisaient remplacer, mais ils revenaient toujours. Donc on avait quand même la même équipe du début pendant 15 ans. Et là, je me dis, bon, professionnellement parlant, j'ai l'impression que je suis allée au bout de ce que je pouvais faire en termes d'accompagnement, en termes de formation. Maintenant, à eux de jouer. S'ils ont envie de créer leur propre projet, c'est maintenant jamais. Physiquement, ils commençaient à fatiguer, donc c'est peut-être le moment de passer de l'autre côté, c'est-à-dire former d'autres jeunes artistes, peut-être monter des compagnies, peut-être passer à la mise en scène. En tout cas, c'était le souhait que j'avais envie pour ces artistes-là. Et de l'autre côté, je me disais, mais en fait, au Maroc, il y a énormément de jeunes artistes. Il n'y a pas énormément de compagnies de cirque qui sont constituées, bien constituées comme nous. Et en fait, ces jeunes artistes
soit ils sortent de l'école de cirque, mais ils n'ont pas de possibilité de travailler réellement, donc de l'école de cirque Shamsi à Salé. Soit il y a encore énormément d'acrobates traditionnels qui continuent à se faire exploiter dans les cirques traditionnels un peu partout en Europe. Donc, en discutant avec mon équipe, parce que tout ce travail, bien sûr, je le fais pas seul, et j'ai la chance d'avoir une équipe remarquable qui porte avec moi ce projet et qui le défend à bras le corps, en la personne de Jean-François Picat, qui fait la diffusion, le développement à mes côtés, et de Ezeline, qui est notre administratrice en or, ou encore Romane, notre superwoman logistique, parce que c'est quand même énormément d'artistes à gérer, énormément de voyages, énormément de travail. Donc voilà, on a la chance d'avoir une superbe équipe autour de ce projet. Mais pour revenir à l'histoire de FIRC, en discutant justement avec mes collègues, on s'est dit, mais en fait, il faut donner la chance à d'autres artistes, d'autant plus que la scène culturelle marocaine d'aujourd'hui, elle est pleine de vitalité. Il y a énormément de jeunes qui se donnent à différentes disciplines artistiques, qui dépassent le cirque en tant que tel, mais il y a quand même le mouvement qui reste un facteur très commun. Et on avait la problématique des artistes femmes, qui étaient quand même rares dans le cirque. Et j'avais envie d'avoir énormément plus d'artistes femmes, en tout cas dans la compagnie. Et en discutant, on s'est dit, en fait, on va ouvrir la compagnie à d'autres disciplines artistiques, que ce soit les danses urbaines, le foot freestyle ou encore le taekwondo. Donc, ce sont des disciplines qui émergent et qui sont bourrées de talents. Et en fait, on va faire un casting dans tout le Maroc. On va donner la chance, en fait, à plein d'artistes de venir passer des auditions et intégrer la compagnie. Et effectivement, FIRC, on a constitué une équipe de 16 artistes, donc 15 artistes et un DJ, donc 15 artistes acrobates circassiens, il y a un foot freestyler, il y a des danseurs urbains, il y a un artiste qui fait du taekwondo, donc il y a vraiment de tout. Mais c'est une équipe qui représente, en tout cas je trouve, cette jeunesse d'artistes marocains d'aujourd'hui, qui ont déjà des idées, qui ont des projets. Et ça change par rapport aux autres artistes avec qui j'ai travaillé il y a 20 ans, qui viennent vraiment que de l'acrobatie marocaine et qui n'ont pas forcément de projet. C'est-à-dire c'est une tradition qui continue à perpétuer, mais ça s'arrête là. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent, mais ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'autres envies que ça. Et l'équipe de FIRC, c'est autre chose. C'est des artistes qui sont confirmés, qui sont déjà formés dans leurs disciplines respectives et qui ont des idées, des envies artistiques, qui ont un parcours et des projets à eux. Et c'était chouette aussi de travailler avec ces artistes-là. En tout cas, nous, ça nous a changé à plein de niveaux. Artistiquement, c'est très enrichissant. Et leur donner la place, c'est des artistes qui le méritent amplement. Et après tant de tournées avec le spectacle FIRC, voir comment ils ont évolué, voir comment leurs projets aussi ont évolué, comment eux aujourd'hui, ils forment d'autres artistes, pour moi, aujourd'hui, c'est une fierté, c'est une grande fierté. Tu as débuté avec les anciens acrobates totalement traditionnels et le 5e spectacle, c'est en fait avec la génération YZ totalement mondialisée, de jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui travaillent plus avec le voisin ou dans le quartier, mais qui travaillent avec Amsterdam, Paris, Tokyo. Donc c'est une totale nouvelle vision de votre art. Tout à fait, c'est une nouvelle vision et n'empêche qu'il y avait quand même des challenges dans la création de FIRC, parce que c'est des artistes, comme j'expliquais, ils viennent d'univers différents, mais il fallait qu'ils parlent le même langage sur scène. La danseuse, par exemple, si je parle de Azhar, elle était danseuse, elle fait du hip-hop, c'est une big girl. Et là, il fallait quand même qu'elle apprenne l'acrobatie marocaine, il fallait qu'elle fasse les portés marocains, les pyramides. Donc, elle a intégré quand même cet univers-là, et elle a appris ce patrimoine-là. Et inversement, les acrobates traditionnels, parce qu'il y en a quand même dans l'équipe, ils sont devenus danseurs. Donc, on les a aussi emmenés ailleurs. Et c'est ça ce que j'ai trouvé chouette dans l'écriture de ce spectacle, pour lequel on a invité une artiste extrêmement talentueuse, Marcia Diaz-Verbeck, qui a une idée toutes les secondes, donc il a fallu la suivre pendant la création. Elle a réussi à les orchestrer sur scène d'une manière très intelligente et avec une scénographie de dingue aussi qui a été faite par l'artiste Hassan Hajjaj, qui nous a fait l'honneur de collaborer avec nous pour ce spectacle. Donc c'est vrai, c'est plusieurs rencontres autour de ces 16 artistes qui ont donné un spectacle juste unique, qui représente cette nouvelle génération, comme tu l'as dit, d'artistes marocains d'aujourd'hui, qui ont une vision, qui ont une idée, qui ont des envies et qui défendent aussi une identité, même s'ils ont la chance de voyager partout, de présenter leur spectacle et leur parcours un peu partout. Ils défendent des valeurs, ils ont une identité, ils tiennent à leur patrimoine culturel marocain, ils le valorisent d'une manière très moderne et ils en parlent partout à travers leur démarche artistique. Et c'est ça aussi qui est chouette, parce que au-delà de faire des spectacles, on défend des valeurs. Et FIRC, là où c'est différent aussi, c'est le premier spectacle où on prend parole sur scène. Autant tous les précédents spectacles, le seul texte qu'il y avait, c'était des chants certes engagés. Autant pour FIRC,
On a donné la parole à cette jeunesse marocaine. On les a questionnés, on les a titillés, on avait envie de savoir ce qu'ils pensent du monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. Et c'était assez intéressant d'avoir ce débat avec eux et finalement qu'ils prennent aussi parole sur scène pour dire le fond de leurs pensées. Ça, c'était aussi super chouette dans le spectacle FIR. Donc le groupe des acrobates marocains, c'est 20 ans, 5 spectacles. À chaque fois, vous vous êtes totalement réinventé et à chaque fois, vous avez poussé le bouchon de la créativité dans le domaine circassien marocain à des années-lumière de ce qu'il était initialement, on va dire. On a essayé et je pense qu'on a un peu gagné le pari, effectivement. Et ce qui est chouette, même si on a poussé un peu le bouchon à chaque fois plus loin, c'est qu'on a réussi à faire parler d'une part de ces jeunes, d'autre part du Maroc et encore de la tradition marocaine. Et je pense parler de ces trois choses qui me tenaient vraiment énormément à cœur, c'est vraiment la fierté de la compagnie aujourd'hui. En plus, effectivement, de participer à l'ancrage des pratiques circassiennes contemporaines au Maroc, ça aussi c'est notre combat sur le territoire marocain qui nous tient énormément à cœur. Là, t'as une vie dense et complète derrière toi. T'es pas épuisé? Je suis fatiguée, mais il me donne de l'énergie. À chaque fois, je dis bon, c'est mon dernier spectacle, je m'arrête. Dès que je rencontre des nouveaux artistes, je dis non, mais en fait, il faut pas s'arrêter là. Il faut faire quand même ce truc avec eux et on verra la suite. Ils me nourrissent. J'étais tellement épuisée après les 15 ans parcourus avec la première équipe et après le spectacle Halqa, j'étais vraiment très fatiguée et je me demandais si j'allais arrêter. En fait, quand j'ai rencontré cette nouvelle équipe et ces nouveaux artistes et qu'on a parcouru le Maroc avec Maroussia Diaz-Verbeek et qu'on a rencontré cette jeunesse marocaine de partout, ça m'a donné énormément d'énergie et d'envie d'aller encore plus loin vers un ailleurs qui était différent. Et c'est ça qui m'a stimulée aussi et qui m'a donné une nouvelle énergie, on va dire. Au point qu'il y a un 6e spectacle en préparation. Exactement, suite à une belle rencontre avec Raphaël Boitel. Raphaël Boitel qui est aussi très connu dans le milieu circassien contemporain, dont j'admire le travail, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup son parcours. Elle a un parcours assez fou et assez atypique. Et j'aime bien aussi enchaîner ces collaborations féminines, que la femme soit aussi à l'honneur dans le cirque, il y en a pas énormément. C'est chouette quand il y a des femmes, mais aussi qu'elles arrivent vraiment à s'imposer avec leur talent, avec leur univers. C'est le cas de Raphaël Boitel. Donc je suis très fière qu'elle ait accepté de nous accompagner pour cette 6e création. Donc ça va être encore quelque chose de fou, de complètement différent. Et je serais assez curieuse de voir où est-ce qu'elle va nous emmener, ou est-ce que nous, on va l'emmener aussi. Donc c'est toujours une rencontre dans les deux sens, donc j'ai hâte de commencer. Voilà. Ça va être innovant à quel niveau? Alors, Raphaël Boitel, elle a un univers qui lui est aussi propre. C'est un peu cinéma, film noir et blanc. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de machinerie pour faire voler les artistes. C'est un peu son univers, mais là, le cahier de charge, c'est qu'il va y avoir aucun vol installé au plafond dans les théâtres. Donc il faut que tout vienne du sol. Donc déjà ça, c'est une énorme contrainte qu'on demande à Raphaël Boitel, mais elle accepte le défi, elle se lance. Parce qu'on tient à ce que ça soit des spectacles qui tournent partout, y compris au Maroc. Et comme tu sais, au Maroc, il n'y a pas énormément de théâtres qui peuvent accueillir ce type de spectacle. Donc j'aime beaucoup garder cette liberté de pouvoir jouer dans des espaces complètement improbables, type une place publique, place El Mechouar, ou encore au Palais Moulay Hafid dans la grande cour, de pouvoir aménager des espaces au milieu de nulle part et de s'enlever les contraintes d'accroche au plafond pour nos spectacles. Donc voilà, tout doit venir absolument du sol. Donc c'est la contrainte qu'on demande à chaque artiste et c'est la contrainte qu'on a demandé à Raphaël. Donc je serais curieuse de voir ce qu'elle va faire avec nous. Elle est dans un univers vraiment noir avec des lumières vraiment des lumières qui viennent de la scène, qui sont manipulées sur scène, des lumières qui sont faites au plateau et pas juste un bouton sur lequel on appuie, il y a de la lumière qui arrive. Donc tout vient du plateau. Elle est aussi ingénieuse, elle a une équipe chouette aussi autour d'elle. Et on va voir si on va réussir à l'emmener dans l'univers, on va dire, coloré du Maroc et des artistes, et de voir s'il va y avoir un peu de couleur dans l'univers de Raphaël Boitel. Donc voilà, donc il y a un croisement d'univers, de façon de faire, de l'acrobatie marocaine et l'univers de Raphaël Boitel. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça peut raconter. Mais déjà, on a choisi un titre, bon, provisoire, mais ça va être Kain, donc l'être. Et il y a l'idée de travailler aussi avec le sable, il y a le bleu de Chaouen qui nous intéresse, donc il y a quand même un peu de couleur, donc on a commencé déjà sur les premières idées. Elle est intéressée par la musique gnawa, par la trance, elle est intéressée aussi par le phénomène, le son des vagues qu'on retrouve dans le sud du Maroc et ce phénomène naturel que le vent puisse donner voilà, dans les dunes de sable. Donc il y a plusieurs pistes qui sont assez intéressantes sur lesquelles on a déjà commencé à travailler.
Alors, 20 ans, c'est 1800 représentations, ce qui n'est pas rien, c'est vraiment une ville encore. Quelles furent les plus marquantes des représentations ? Alors là, c'est une question très compliquée, dans le sens où on a eu plusieurs. Je pense, les représentations les plus marquantes, je n'oublierai jamais la première de Tsaoub au Jardin de la Mandoubia. Ça, c'est un moment magique qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est certain. On a eu d'autres moments assez magiques. Je me rappelle très bien, encore une fois, de Tsaoub jouer à l'île de la Réunion et cette rencontre avec le public réunionnais qui nous a suivis jusqu'à l'aéroport pour nous dire au revoir. Un public ultra chaleureux. Je me rappelle aussi d'une série de nos spectacles à Broadway, au théâtre New Victory, avec Robert De Niro dans la salle, donc ça c'était pas rien non plus. Oui, il y a aussi Festival Arabesque, et la rencontre avec le public de Montpellier, et puis ce lieu magnifique qui est le Domaine d'eau. Je pense qu'il y a plusieurs représentations qui étaient magiques, soit par l'accueil du public, soit par les caractéristiques du lieu, soit par la qualité de l'accueil. Il y en a plusieurs, quoi. En 20 ans, j'avoue qu'il y en a plein là qui m'arrivent. Je pense à plusieurs. Il y en a vraiment énormément. Les plus historiques qui ont fait changer les choses. Qui ont fait changer les choses. Moi, je dirais Halqa. Halqa, il y a eu vraiment un réel tournant à tous les niveaux, sur la structuration de la compagnie, sur la vision, sur l'évolution du projet, sur nos envies. C'est là où naît l'idée de la création du premier lieu d'art acrobatique au Maroc. Donc, il y a eu un tournant à tous les niveaux avec Halqa. Et quelles rencontres ont été les plus marquantes ? Oh là là, les plus marquantes, je dirais Hassan Hajjaj. C'était une rencontre juste hallucinante. Aurélien Bourri, forcément, notre ami depuis 2001, qui nous a jamais quittés, qui nous continue à nous soutenir. C'est un peu le parrain de l'aventure. Mais il fait partie un peu de la troupe quand même. Ah bah oui, carrément. Et puis il y a aussi une belle rencontre avec Martine Tried, qui était à la Fondation BNP Paribas, qui était la première personne, j'oublierai jamais, Martine Tried, qui vient de Paris, à Tanger, et que j'ai emmené sur la plage de Tanger, où elle a emmené ses chaussures pour aller dans le sable, rencontrer les acrobates de Tanger. Et de voir un tel talent d'artiste, elle me regarde et elle me dit « Ce n'est pas possible que vous soyez pas soutenu par des structures aussi importantes. Je comprends pas que le Maroc ne vous aide pas. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas une fondation qui vous soutient. Donc, vous avez le partenariat pendant 10 ans, la fondation BNP Paribas. C'est acté là, tout de suite, ici même, sur la plage de Tanger. » Et ça, c'était aussi une rencontre qui a marqué notre histoire. C'était une très très belle rencontre. Martine qui nous a suivis pendant des années. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle continue à nous suivre. Et on lui doit beaucoup à elle et à toute l'équipe de la fondation BNP Paribas, qui était d'une écoute mais remarquable, parce que c'était un projet pas simple. Encore une fois, on est une compagnie autonome et indépendante.
on vit vraiment de notre activité. Et avoir un partenaire comme la Fondation BNP Paribas nous a aidés à faire des miracles dans des moments qui étaient vraiment très difficiles. Tu l'as évoqué plusieurs fois durant cet entretien, mais quel est ton activisme social depuis que tu diriges cette compagnie ? Alors, je pense que le premier, c'est de militer pour le statut de l'artiste circassien marocain. Et aussi militer vraiment pour l'ancrage des pratiques circassiennes en Maroc. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir une tradition ancestrale d'acrobatie marocaine unique par son histoire, par ses spécificités techniques, et qu'il n'y a pas un lieu qui peut accueillir cette tradition, qui peut la faire vivre, un lieu où on peut continuer à la transmettre, un lieu où on la fait valoriser tout simplement et valoriser tous ceux qui la pratiquent. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse et pour laquelle je vais me battre jusqu'à pouvoir créer ce lieu. S'il le faut, je sais pas comment je vais y arriver, mais en tout cas, on le lâchera pas et il faut que ce lieu puisse naître un jour ici, à Tanger, pour donner la possibilité à tous ces artistes, d'une part, de pouvoir travailler dans un vrai espace, dans un réel espace de travail, de pouvoir créer, transmettre et accueillir le public aussi pour découvrir le travail de ces artistes, tout simplement. Mais il y a aussi le statut d'artiste pour lequel tu travailles beaucoup. Tout à fait. Alors malheureusement, le parcours il est encore long, mais ça a quand même énormément évolué depuis 2013, depuis que le ministère de la Culture marocain a reconnu le cirque en tant que discipline artistique, donc ce qui est quand même super chouette. Maintenant, tout prend du temps, mais c'est en bonne voie. Mais c'est vrai que nous, à notre niveau, on va continuer à se battre pour ce statut qui est indispensable. Le secteur du cirque au Maroc, il reste le secteur le plus pauvre du ministère de la Culture. Ça, c'est une réalité. Et ces artistes, ils continuent à être marginalisés malgré cette reconnaissance du ministère. Il y a encore énormément à faire à tous les niveaux, d'un point de vue juridique, d'un point de vue d'accompagnement, d'un point de vue de subventionnement. Il y a tout à réfléchir, tout à mettre en place. Mais j'ose espérer que ça ne saurait tarder, mais je vois que ça travaille, ça va venir. On y croit. Et d'un point de vue artistique, qu'est-ce que vous avez apporté à la scène marocaine et éventuellement même à la scène mondiale ? La scène marocaine, déjà, on a créé le mouvement du cirque contemporain, donc ça c'est chouette. On a donné envie à plein de jeunes artistes sortant de l'école de cirque Shamsi, mais pas seulement, même à des acrobates traditionnels. Pour eux, maintenant, le groupe acrobatique de Tanger, c'est une référence, ça leur donne envie, donc ils suivent notre parcours. Donc il y en a plein maintenant qui ont constitué des compagnies de cirque contemporain. Ça, c'est vraiment notre fierté aujourd'hui. Alors, il y en a pas énormément, mais il y a quand même quelques-unes. Il y a Colo Colo, qu'on aime beaucoup, qu'on accompagne, avec qui on est en discussion en permanence. Il y a Saïd Mohsin et Compagnie Zid qui fait un travail formidable. Les deux compagnies, que ce soit Colo Colo ou Saïd Mohsin avec la Compagnie Zid, ils commencent aussi à rayonner à l'international et ça, c'est super chouette. Et je suis très fière du parcours qu'ils ont. Et on est en contact en permanence, on réfléchit ensemble, par exemple, sur l'idée d'un syndicat pour les circassiens marocains. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont aussi en discussion avec les autres compagnies. On essaye de faire bouger les choses, mais il y a d'autres compagnies qui vont arriver et j'ose espérer que les artistes qui vont sortir de l'école de cirque Shamsi, qui vont créer d'autres compagnies et que les cirques contemporains au Maroc va évoluer encore. Mais pour ce faire, on a besoin de lieux. On a besoin de lieux de travail, on a besoin de lieux de résidence, on a besoin de pôles cirque tout simplement. Et aujourd'hui, il y a énormément de théâtres qui sont construits un peu partout. Fermés encore, certes, mais Inch'Allah, ils vont ouvrir. Et on ose espérer que dans la foulée, il va y avoir des pôles cirque pour accueillir tous ces jeunes, pour pouvoir créer et pour que le cirque soit reconnu en tant qu'art à part entière, tout simplement. Quelle est votre coopération avec l'école du cirque Shamsi de Salé ?
Alors, je sais pas si on va parler de coopération. On est en lien, on se connaît très bien. Des fois, moi, j'étais invitée pour faire partie du jury pour les élèves sortants. On n'a pas un lien, on va dire, formel, mais voilà, on discute souvent, notamment avec le directeur pédagogique, avec Zakaria. J'essaye maintenant pour chacune de notre création de prendre une partie des nouveaux sortants de l'école de cirque Shamsi pour qu'ils puissent, après tant d'études, pouvoir quand même travailler. Maintenant, on se donne cette obligation-là, mais on le fait de notre côté. C'est pas forcément en lien avec l'école. On les informe bien évidemment. Mais voilà, je fais mon casting et puis je vise quelques-uns dont je connais le parcours, le niveau, que j'invite à venir à passer les auditions. Mais on n'a pas de relation, on va dire. Voilà, on fait pas des choses ensemble. Si c'était ça ta question, on fait pas vraiment des choses ensemble. Et c'est pas l'envie qui manque. Ça viendra peut-être. Par exemple, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que l'acrobatie marocaine ne soit pas enseignée à l'école de cirque Shamsi, alors que c'est notre patrimoine, c'est notre identité. Et c'est la seule école de cirque qui est en Maroc, mais on leur apprend l'acrobatie à l'européenne. Donc ça, c'est un sujet à part entière, dont j'en ai énormément parlé avec la présidente et la directrice, Madame Solia Bouabid. Je lui dis, mais en fait, il faut que ça soit fait. Donc, elle est réticente, parce que c'est vrai que c'est une tradition qui s'apprend un peu à la dure, parce que les maîtres, ils ont une façon... Elle remet en cause la pédagogie des maîtres, ce que je peux entendre, qui ne sera pas forcément défendable dans le cadre d'une école. Mais ce que j'ai expliqué à Madame Solia Bouabid, maintenant il y a des jeunes artistes, notamment des artistes sortant de chez nous, qui ont suivi justement ce parcours de cirque contemporain et qui ont appris à transmettre et qui sont complètement capables de pouvoir transmettre cette acrobatie contemporaine, traditionnelle, excuse-moi, avec une pédagogie impeccable à l'européenne. C'est complètement faisable. Maintenant, on a formé des jeunes pour ça, donc c'est complètement jouable. Donc j'ose espérer que l'école, à un moment donné, accueille l'acrobatie marocaine dans l'apprentissage. Pour moi, ça me paraît juste indispensable et logique que l'acrobatie marocaine soit enseignée dans cette école. Et c'est une manière, j'imagine parfaitement qu'il y a plein de jeunes qui vont venir du monde entier à cette école pour apprendre l'acrobatie marocaine. Parce que nous, quand on tourne un peu partout dans le monde avec nos spectacles, on donne énormément d'ateliers et on donne beaucoup d'ateliers dans des écoles de cirque européennes. Et il y a une demande, parce que c'est une acrobatie qui est complètement folle, atypique et techniquement très différente, que ça intéresse énormément de jeunes circassiens de l'apprendre. C'est quelque chose qui va enrichir leur répertoire acrobatique. Donc c'est dommage qu'ici en Maroc, on l'enseigne pas. Ça, c'est un vrai paradoxe. Et avec l'ISADAC, vous travaillez? Non plus. Non, j'avoue qu'on n'a pas vraiment de lien avec l'ISADAC, qui sont plus quand même théâtre. Mais en même temps, nous, il y a quand même une dimension théâtrale dans tous nos spectacles. Donc peut-être que ça viendra. De Tahoub à Caïn, quelles ont été les configurations de la compagnie? Combien de personnes cela a représenté en tant qu'artiste, acrobate, technicien? Comment la compagnie a évolué de ce point de vue-là? Alors des artistes, on en a eu quand même pas mal, parce qu'entre les remplaçants, je peux dire qu'on a formé à peu près une 70 artistes faciles en 20 ans, entre les remplaçants et tout. Après, en équipe, on est assez nombreux. On a une équipe technique assez formidable, et comme on tourne beaucoup, donc on est obligé d'avoir plusieurs personnes pour pouvoir assurer l'ensemble des dates. On a vraiment cette chance de tourner énormément. On fait 80 dates en moyenne par saison, donc c'est énorme. Et souvent, les gens, ils sont sur d'autres projets, donc on est obligé d'avoir une grosse équipe pour pouvoir assurer nos dates. Là, actuellement, sur FIC, ils étaient 16 au plateau, on était 5 en prod et admis, et en technique, ils étaient aussi 5 ou 6. Donc voilà, c'est une cinquantaine de personnes salariées par la structure, et ça tourne. Ça, c'est une grosse charge, vraiment. C'est une grosse charge à tous les niveaux, et mentale, et en termes de responsabilité. Mais en même temps, aujourd'hui, on peut se le permettre après tant d'années de travail, d'investissement, etc. Et encore une fois, on y arrive parce que on a une équipe qui est superbe autour de ce projet, qui le porte et qui le défend. Et c'est normal qu'on soit là aujourd'hui avec tout ça. Grosse question bateau, la dernière. Qu'avez-vous apporté à Tanger et qu'est-ce que Tanger continue à vous apporter?
On a apporté à Tanger quand même une compagnie de cirque contemporain qui est mondialement connue et qui parle de Tanger partout. On a apporté cette dimension artistique, on a apporté énormément de rencontres, on a fait parler de Tanger. Tanger est dans notre cœur à jamais, on a du mal à la quitter et on continuera à s'inspirer de Tanger, de ses rues, de ses odeurs, de sa médina, de ses chats, de ses artistes, de toutes ces belles rencontres qui nous nourrissent. Et à chaque fois, on est très fiers de parler de cette ville qui intéresse, je me rends compte, qui intéresse énormément de monde. Tanger, maintenant, tout le monde connaît Tanger, alors qu'il y a 20 ans, je devais des fois limite expliquer où se trouve Tanger. Et aujourd'hui, quand on fait des rencontres médiatiques ou même avec le public, on se rend compte que Tanger, maintenant, elle est même à la mode. Tout le monde connaît Tanger et tout le monde a envie de venir visiter Tanger. Maintenant, on a envie d'apporter plus de choses à Tanger, qu'une compagnie qui est partie de Tanger et qui fait rayonner Tanger à l'international. On aimerait apporter un lieu qui fera encore plus rayonner Tanger un peu partout, qui fera venir des gens aussi de partout, mais un lieu qui est indispensable et qui est pour moi une évidence par rapport à l'histoire de l'acrobatie marocaine. L'acrobatie marocaine qui part de la plage de Tanger, l'acrobatie marocaine qui pendant des années, il y a des agents des cirques traditionnels allemands, américains qui sont venus sur la plage de Tanger et sur Café Marsa pour signer des contrats. Donc Tanger a accueilli l'histoire de l'acrobatie marocaine depuis 15 siècles. Donc je pense que Tanger doit à l'acrobatie marocaine un lieu pour valoriser cette tradition. Et aujourd'hui, on a envie d'apporter ce lieu, on va se battre jusqu'au bout pour avoir ce lieu encore une fois. Et on aimerait que ça soit à Tanger et qu'on le fasse pas ailleurs dans une autre ville au Maroc, par défaut d'avoir des oreilles qui s'intéressent à notre projet ou qui veulent nous aider. Donc voilà, on va se battre jusqu'au bout et c'est ce qu'on aimerait vraiment laisser en tout cas derrière nous, c'est laisser un lieu pour Tanger. Sana El-Kamouni, on sait bien que quand tu commences à te battre, Sidi Ahmed Moussa descend de son ciel et vient te donner un coup de main. Donc on est sûr que c'est un projet qui aboutira. Ce nouvel épisode de Détroit était consacré à Sana El-Kamouni, tangéroise de cœur, fondatrice et directrice artistique du groupe acrobatique de Tanger, qui s'apprête à sortir en 2025 son 6e spectacle Kahin. Sana El-Kamouni est aussi une activiste pour la création d'un statut des circassiens au Maroc et l'amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que pour la création d'une maison des acrobates marocains à Tanger. Entretien réalisé à Las Chicas en février 2024, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien établie par Sana El-Kamouni et Détroit est signée Fadoul, Habibi Funk, Alzman Saeb, qui chante Lik, Raïs Mohand qui interprète Inahamna, Meteor Airlines et son morceau Anzoum, un mix berbère créé pour FIC et Bania Bambara de Malem, Saïd Damir et Gnawa All Star, les 6 morceaux ayant été gracieusement empruntés à leurs ayants droit. وهو حنز
بن سليمان والنبي صلى الله عليه رجال رياض العروس سيدي دربتي فاضل وسيدي عبد العزيز والنبي صلى الله عليه رجال الممثل سيدي دربتي فاضل الوالي والقصور والنبي صلى الله عليه والعفو يا مولانا وما بني يا والعفو يا مولانا يا سيدي اللي مناضل يا رجال الله يا خليل بغم سكينة يقولوا غلموا يقولوا دجاجوا الحمد لله يا الله يا خليل بغم